Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top investissements. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement ici sur Tyson Foods? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, on a déjà parlé de cette compagnie-ci il y a quelques temps, notamment parce que, voilà, elle m'avait assez intrigué quand on l'a analysé la première fois. Je vous avais dit que j'allais revenir dessus pour approfondir un tout petit peu parce que j'étais intrigué à peu près par les résultats qu'on avait et c'est généralement comme ça. Donc, je n'ai pas eu le temps de le faire depuis, mais bon, j'ai eu le temps de fouiller, n'empêche, parce que c'est juste que je ne l'ai pas partagé depuis. Donc, en fait, on va parler simple. La situation actuelle n'est pas, comment on dit ça? Elle n'est pas, comment je peux le dire simplement? En fait, ce n'est pas étonnant du tout. Si vous vous souvenez bien, quand on faisait la vidéo ici, vous avez vu que les bénéfices nets, les marges de bénéfices nets et les marges de free cash flow allaient avoir tendance à diminuer, à baisser. Et tout simplement parce que, regardez, nous avons une compagnie ici, comme je l'ai dit au début de la vidéo précédente, donc la vidéo que vous avez, je vais juste la remettre ici voilà, celle-ci. Je vous ai dit que c'est une compagnie, quand on vous dit qu'une compagnie ici vend ici de la viande, donc la viande de porc, la viande de poulet ou bien de bœuf, il faut vous dire que c'est très lié à la variation également du prix de certaines denrées agricoles. Parce que ces animaux-là mangent quelque chose. D'accord ? Comment est-ce qu'on le sait? Quand on va dans les rapports financiers ici, dans le 10K par exemple, je vais mettre ici, je mets CTRL F, je tape par exemple soybeans, d'accord? Donc soybeans ici, on va mettre ça ici, donc voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le soybean, on va le mettre ici pour que je ne dise pas de bêtises, on va aller directement sur Google parce que Google reste votre meilleur ami. Donc c'est le soya, ou bien le soja, c'est comme vous voulez. Ok? Donc ce soybeans là, qui le consomme? Les poulets. Ok, le poulet consomme le soybeans. Donc, on vous dit ici que the primary raw material used in our domestic chicken operation are corn and soybeans. Donc, c'est-à-dire que la matière première ici, principale pour le poulet, c'est avant tout le maïs et le soya. Donc, une fois qu'on sait ceci, soybeans price, on va regarder quelque chose, parce que c'est très lié. Vous allez voir ici, je ne vais même pas prendre le temps enfin, c'est quand je vais prendre le temps de le faire, mais vous allez voir que ça va dans le même sens avec les marges de cette compagnie-ci. Donc, quand on prend le soybeans ici, je vais prendre sur les 10 dernières années. Je répète que je reviens ici, ok? Je vais vous mettre uniquement les marges, ok? Margin. On va mettre ça ici, margin, boom, ok. Ici, nous avons les marges sur les 10 dernières années. Vous constatez quoi? On a une augmentation des marges, n'est-ce pas? Ok, je vais le mettre ici en yearly, c'est plus facile, excluons la période-ci. Donc, on a une augmentation des marges, sinon une stabilité. Observez quelque chose. Quand on vient ici, d'accord, les 10 dernières années commencent à peu près vers cette période-ci. Donc, vous voyez ici, qu'est-ce qu'on a? Entre 2014 à peu près et 2020, vous avez quoi? Vous avez plutôt une stabilité des marges. Ok, et je rappelle généralement ici que ce genre d'entreprise achète en avance. Donc, le prix qui va être affiché en 2021, on a déjà si la commodité augmente en 2021, si le prix augmente en 2021, techniquement, on ne sera pas impacté en 2021, on sera impacté en 2022. Tout simplement parce qu'on achète en avance. Donc, quand vous remarquez que le prix est à ce niveau-ci, vous avez constaté quoi? Entre 2014 et 2020, vous allez voir, qu'est-ce qu'on observe? 2014, 2020, vous voyez que ça a presque doublé. D'accord? Tout simplement parce que le prix également, ou le prix de cette commodité-ci, a été, on va se dire ici, divisé par 2, comme par magie. Et quand on dézoome un tout petit peu, disons, prenons sur les 25 dernières années, on va se dire ici que techniquement, si on prend une moyenne ici, on va se situer à peu près quelque part, voilà. La première moyenne sera à peu près vers cette zone-ci, donc la zone de 750 à 500, et la seconde moyenne sera plutôt à ce niveau-ci. Ok, donc normalement le soybeans devrait s'échanger quelque part par là. Ok, à un niveau entre 1000 et 1250 dollars par là. Je sais même pas si c'est en dollars américains, mais bref, vous comprenez ici que la variation du soybeans a un impact ici. Et ce n'est pas que le soybeans, il y a également le corn. Donc si on prend ici corn, c'est le maïs. Si on prend également le prix du maïs, donc le prix du maïs, on prend ça. On va également, est-ce qu'on va voir à peu près la même chose? On va constater sur les 10 dernières années. Pour le maïs, la même chose. La même chose. OK? Donc, on va se dire ici que actuellement, le prix des commodités ici impacte positivement quand le prix est bas et négativement quand le prix est élevé.
D'accord? Maintenant, la question est de savoir est-ce que c'est durable ou pas. Parce que, en fait, le pricing power, entre parenthèses, de cette compagnie-ci sera, lui, en retard. Le temps de s'ajuster en conséquence. Donc, quand on lit ces rapports financiers-là, d'accord, il me semble que avec la première fois quand on a parlé de cette compagnie-ci, l'inflation était déjà présente. Donc, le prix du corn, etc., ici n'a pas changé. Depuis un an, il est à peu près à un niveau assez élevé ici. Quand on regarde, on a un niveau assez élevé par rapport aux 400 qu'on a connu ici. Donc, quand on analyse cette compagnie ici à cette période, on a déjà l'information. Vu qu'on sait qu'on achète en retard, d'accord, c'est-à-dire qu'on sait que 2023, il y aura un impact sur les marges si on n'arrive pas à s'ajuster en conséquence. Donc, qu'est-ce que vous devez demander à cette compagnie-ci? Premièrement, réduction des coûts. Deuxièmement, les informations par rapport au pricing. OK? Donc, je l'ai compris en lisant les rapports financiers ici. Donc, est-ce que ça veut dire que le dividende est en danger? Je dirais non, pas du tout. En fait, le pricing de cette entreprise sera en retard. C'est pour ça que vous allez voir que le prix n'a pas trop varié parce que l'information était déjà connue par le marché connaissait déjà cette information-là. C'est également l'une des raisons pour lesquelles c'était assez bas. Et je vous ai dit ici que quand une entreprise semble vous donner une opportunité d'investissement, posez la question concernant la qualité. Donc, la question concernant ici le piège. Donc, il faut jamais chercher où est-ce que se retrouve le piège en date d'aujourd'hui. OK? Donc, je sais que certains regardent cette entreprise ici du point de vue dividende, mais il faut également prendre toutes les hypothèses en considération. Nous avons une entreprise ici qui verse à peu près 700 millions en termes de dividendes. Techniquement, si on regarde sur la moyenne ici, sur la moyenne des marges, OK? La moyenne des marges ici sur les 10 dernières années, on a près de 4 à 5% par là. OK? Si on prend les 20 dernières années, les marges tombent à 2,32%. OK? Admettons qu'on travaille avec des marges de 2,32%. 55 millions à peu près multiplié par 0,0232. J'ai pris 55 milliards pour faire simple ici. C'est à peu près le revenu qu'on a actuellement ici. D'accord? Donc, on aura à peu près aux alentours de 1 milliard 276. Et on paye à peu près 700 millions en termes de dividendes. D'accord? Si on paye 700 millions en termes de dividendes, il nous reste à peu près aux alentours de 700 millions ici. Enfin, non, pas, attendez. 1 million 200, enfin, on va mettre 1 milliard, je vais mettre ici 1 milliard 300 pour faire simple. Si je paye 700 millions ici, il me restait à peu près 600 millions. D'accord? Donc, elle a le potentiel, elle peut payer ce dividende-là. Il peut même continuer à être croissant. Donc, mais n'oubliez pas qu'on a une dette ici de près de 7 milliards, donc techniquement, ouais, même si on y reste 600 millions ici, on peut rembourser à peu près une grosse partie de cette dette-là. Donc, le dividende n'est pas déjà en danger. Mais les marges vont avoir tendance à être sous pression. Maintenant, quel type de marge on pourrait choisir? Enfin, même pas choisir, c'est pas une question de choix, il faut prendre différentes hypothèses. Si on prend l'hypothèse selon laquelle les marges vont tomber aux alentours de 2,3, disons aux alentours de 3%, d'accord? Même si techniquement, il sera très difficile de revenir aux alentours de 2,3%. C'est parce qu'entre-temps, l'entreprise n'est plus la même. Il y a eu des acquisitions qui ont eu lieu ici. Il y a le segment, par exemple, des produits préparés à augmenter. C'est un segment qui marge haut. Donc, vous retenez ici que je ne parle pas beaucoup des rapports financiers actuels parce que techniquement, quand vous allez voir ça ici, l'impact a déjà été... L'impact ici a une explication qui était déjà disponible quand on faisait la première analyse. OK? Donc, je ne vais pas trop revenir sur ces rapports financiers ici parce qu'ils ne sont pas très étonnants. OK? Donc, la marge brute a diminué. C'est ici, au niveau de la marge brute, qu'il y a le coût des matières premières. OK? Vous voyez que la marge brute a diminué. Qu'est-ce qu'on observe? Selling and General Administrative a baissé. Donc, voilà, on a une diminution ici. Donc, on est à peu près, on a fait des économies à ce niveau-ci. OK? Donc, on arrive à dégager aux alentours ici voilà, on a dégagé à peu près combien ici? Aux alentours des 88 centimes, enfin 0,88 centimes ici, d'accord, ou bien 88 sous, moins d'$1 par là. C'est par rapport à la période précédente, voilà, c'est une diminution drastique, mais la période précédente a été impactée positivement par tout ce qui est lié au Covid. D'accord? Je pense que je vous l'avais mentionné également, je ne pense pas avoir raté cette information-là. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc là, on va revenir à une certaine normalisation. Mais maintenant, la normalisation, si on revient à une certaine normalisation, est-ce qu'on reviendra à une certaine normalisation en termes avec les marges qu'on avait précédemment, sachant que le prix de la commodité n'est pas, on n'a pas le même prix ici. Voilà, c'est une question qu'on se pose. D'accord? Donc, ce business, il va avoir tendance à avoir comment dire ça, elle va devoir s'ajuster en conséquence en termes de marge, enfin, en termes de coût,
d'accord, à moyen terme, d'accord, donc elle va devoir les absorber et au moins les passer au client final, ok. Est-ce que ça va être effectif? Point d'interrogation. De toutes les façons, pour le moment ici, les analystes ici restent à peu près, voilà, ils sont toujours optimistes par rapport au futur ici de cette compagnie ici en termes de bénéfices nets, etc. Mais attention, ça peut changer très rapidement. Mais, faut pas que ça vous fasse peur, ok? Au mieux, cette compagnie-ci, le prix actuel aujourd'hui est tout simplement correct. Même si on revient à des niveaux de marge ici, voilà. Comment est-ce que je vais le faire? Je vais faire simple. Le marché généralement paye combien pour ce genre d'entreprise ici? Vous allez voir ici qu'on va faire pricing, etc. Donc, voilà, on met ça ici. Donc, la raison pour laquelle je ne rentre pas trop en profondeur, enfin, que je ne lis pas également les rapports financiers, enfin, je ne fais pas une analyse des rapports financiers ici, c'est que j'ai envie d'écouter le conference call. Parce que moi, je me pose des questions ici, un peu plus loin que ce qu'on a ici aujourd'hui, notamment par rapport à l'augmentation des prix. D'accord? Donc, vous voyez ici que c'est une compagnie ici, comme on l'a vu dernièrement, qui a on voit ici des marges, les PER sont aux alentours de 12%. On avait pris des PER de 10, 15 et 17. Ok, donc je pense que j'avais dû préférer 17 ici, 15 fois les bénéfices ici. Donc je veux dire que c'est un business qui peut se changer à 15 fois les bénéfices. Maintenant, après avoir lu, je comprends mieux pourquoi est-ce que ces PER sont très bas, parce que le marché également a peur du fait que, vu que c'est une compagnie ici dont les marges diminuent, les marges sont, qui est impactée positivement ou négativement par la variation ici de certaines commodités. Donc, on a tendance à être assez prudent ici, afin de ne pas être trop optimiste alors que les marges ne sont pas durables. Donc, c'est un business qui doit être très, très efficient. Ici, il n'y a pas de droit d'erreur en termes de gestion des coûts. Vous voyez, c'est que le revenu est très élevé. Les marges brutes ici sont à peu près à des niveaux, voilà, c'est normal. Ok, donc quand je dis que c'est normal, on n'a pas les marges brutes ici, on a du 11-12% par là. Ok, donc c'est quelque chose, on est déjà sur le fil. Donc il faut faire très attention. C'est l'efficience qui compte ici. Et l'efficience également, plus vous avez une taille assez élevée, plus vous pouvez dégager des économies d'échelle. Donc, Tyson Food, je dirais, bon, comment on dit ça? Il n'y a pas d'inquiétude liée aux dividendes de toutes les façons ici. Il n'y a vraiment pas d'inquiétude liée aux dividendes. Et après, comme je le dis toujours, hein, je peux également me tromper, mais par rapport à ce que je vois, c'est une compagnie, les marges actuelles sont totalement justifiées. Donc le marché anticipait déjà une augmentation des coûts de production, sachant que l'entreprise ne peut pas augmenter le prix aussi facilement et aussi rapidement. D'accord? Donc, il faut faire attention. Il faut également voir que le prix les commodités ici c'est quoi? C'est la viande, c'est même pas la viande, ce sont les animaux vivants. D'accord? Le bœuf et le porc, ce sont des animaux vivants. Les commodités ici, ce sont les animaux vivants. On les achète directement vivants et ou bien on les achète directement, nous-mêmes on les abat, etc. Ça, c'est pour le bœuf et le porc. Ok? Donc, le bœuf, la personne qui va vous vendre du bœuf ou du porc ici va le vendre par rapport à ses coûts de production, par rapport à ses coûts de production également. Donc il va essayer de moins de ne pas perdre de l'argent. Donc dites-vous que le porc et le bœuf mangent quelque chose, d'accord? Et si le prix du porc et du bœuf augmente, le prix comment on appelle ça, de ce que les porcs et les bœufs consomment, si ce prix-là, le prix des commodités augmente, la viande de porc et de bœuf aura tendance à augmenter également. En gros. Et maintenant, vu que vous allez l'acheter ici et la revendre en détail, en petits paquets, etc., ce prix-là également aura tendance à s'ajuster en conséquence. Donc, on va se dire ici que les 3 milliards qu'on a connus l'année passée, c'était totalement exceptionnel. Donc, je ne pense pas que ce soit étonnant pour quelqu'un qui a dû lire ces rapports financiers ici. Donc, je l'ai déjà dit ici, que je m'excuse de ne pas avoir publié les résultats, de ne pas avoir donné la note ici, mais je pense que vous aviez déjà l'information pour ceux qui vont lire. Parce que j'ai à peu près pu avoir la même information ici. Même avant de commencer la vidéo, vous avez remarqué que on sait déjà que ce genre d'entreprise-ci est très lié à la variation des commodités. Donc, il faut faire attention ici. Donc, Tyson Food, l'opportunité va dépendre, d'accord, de la variation du prix des commodités. Donc, il faut avoir des PER assez corrects ici. Ok, donc on va se dire que personnellement, je pense que l'entité en date d'aujourd'hui par rapport au prix actuel est tout simplement correctement évaluée. Donc, j'aurais du mal à dire opportunité d'investissement parce qu'opportunité d'investissement va dépendre de la variation, de la stabilisation ici du prix de la commodité. D'accord? Mais est-ce qu'on surpaye en date d'aujourd'hui? Je ne pense pas. Ça ne veut pas dire que les prix ne vont pas continuer à baisser. Parce que comme je l'ai dit ici, j'ai pris un exemple tout simple.
Admettons qu'on arrive à avoir des marges ici ici les analystes, je dis bien les analystes anticipent des marges de 4% par là. OK? Donc, disons-nous que bon, 4%, 5%, c'est possible. Moi, je vais me dire ici que, voilà, si je prends cette compagnie ici, je prends des marges ici d'à peu près 2,5, disons, je vais mettre ici 2,5%, on va faire simple, ok? On s'attend on a à peu près combien ici sur les 12 prochains mois? On va prendre ça ici. Donc, pour faire simple, voilà. Voilà. Donc, les 12 prochains mois, on s'attend à peu près à des revenus de combien? On s'attend à peu près à des revenus de 55 milliards. 55 milliards. Donc, 55 multiplié ici par 0,025. On va le mettre comme ça. Donc, ça fait ici 1 milliard 375. Vous savez que le dividende, c'est près de 700 millions ici. Donc, ce dividende-ci est déjà couvert. Maintenant, ce genre de business va généralement se négocier à 15 fois les bénéfices par là. Donc, ça peut m'aller plus loin que ça, mais vu la variation du prix de la commodité, il faut faire attention. Vu que le marché ne prend jamais en considération la dette, techniquement, si on ne prend pas en considération la dette, on va s'échanger à 21. Vous voyez? On va s'échanger à peu près 21 milliards par là. Si on prend en considération la dette, on aura un prix bien plus bas que ça. Mais si on regarde ici par rapport à 1 milliard 376, d'accord? Si on a le 1 milliard 376, 375 ici, on va le mettre comme ça, d'accord? Divisé par le prix, la capitalisation boursière actuelle qui est de 21 milliards 86, on arrive ici à une capitalisation, on arrive ici à un rendement de 6%. Donc, si cette compagnie-ci vous reverse la totalité des bénéfices nets avec une marge de avec des bénéfices nets à marge de 2,5% ici, on aura un rendement de 6,2%. D'accord? 6,2%. La seule raison pour laquelle le prix sera bas en date d'aujourd'hui, parce que si on prend, comme nous d'habitude ici, on prend jamais en considération la dette. Hein. Donc, on a à peu près une dette ici quand je regarde bien ici, on va mettre aux alentours de 7 milliards par là, pour faire simple. Donc, on aura à peu près un prix aux alentours de 14 milliards si on veut l'acheter à un prix assez intéressant. Mais attention, le prix de 14 milliards ici, techniquement, on nous reversera toujours le 2,5% de nos revenus de 55 milliards. Le revenu ne va pas baisser. Ça, c'est pas le revenu qui baisse. Ici, ce sont les marges qui pourraient se contracter à court terme. OK? Donc, on va se dire ici qu'on pourrait avoir, si on a 1 milliard 375 ici, on aura tendance à avoir une marge ici aux alentours de, même pas une marge, un rendement aux alentours de 9 à 10% par là si on l'achète à 14 milliards. À 14 milliards ici, cette compagnie ici devrait valoir combien? Donc je vais prendre 14 ici divisé par, c'est comme ça, 14 divisé par 22, c'est simple. 14 divisé par 22, multiplié ici par le prix actuel, donc 61, donc fois 61 ici, on arrive à quelque chose aux alentours de 40 dollars l'action. OK? Donc, idéalement, à 40 dollars l'action, c'est parfait comme prix d'acquisition. Je dis bien, c'est parfait. Donc, ça inclut déjà la variation des commodités, etc. On a une marge moyenne. OK? Mais si on prend les marges des 10 dernières années, parce que je ne sais pas ce que la commodité va faire demain, semble-t-il que si l'inflation tend à diminuer, le prix des commodités également va tendre à diminuer. Parce que si on regarde bien ces commodités-là, regardez bien. Le prix de la commodité également a tendance à s'ajuster en conséquence à long terme. Parce que si on prend le prix ici du maïs sur les dernières années, donc depuis 1920, vous remarquez que le prix du maïs par palier, on est ici à 100 dollars. Là, on est aux alentours de 150. Ici, on est aux alentours de 250. Et à ce niveau, si on se retrouve aux alentours de 300 à 400 dollars par là. Donc, ça monte également par palier. Vous remarquez que les marges également de cette entreprise seront tendance à s'ajuster en conséquence. Mais à court terme, ça ne s'ajuste pas aussi rapidement à court terme. Donc, à court terme, vous devez demander à ce que l'entreprise s'autofinance. Et à court terme, elle peut dégager des marges au moins de 2,35%, 2,35%, 2,50% en date d'aujourd'hui. Donc, ça, c'est l'hypothèse. Ici, c'est à peu près l'hypothèse de base. Au pire des cas, c'est une entreprise qui pourrait valoir aux alentours des 40 dollars l'action. Et encore, au prix actuel, on ne surpaye pas parce qu'elle peut ramener au moins 1 milliard 350. Donc, ça, c'est mon raisonnement. D'accord? Ça, c'est mon raisonnement. Et ce raisonnement, je le comprends mieux en lisant mes rapports financiers. OK? Donc, vous avez vu ici que si on se base uniquement sur les chiffres, d'accord, on peut poser les bonnes questions. Et dès la première vidéo, c'est pas comme si j'avais l'habitude de lire sur Tyson, mais je connaissais la compagnie ici et je sais également qu'est-ce qui pourrait impacter cette compagnie-là. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc, quand on va lire les rapports financiers ici, vous allez voir, comme vous allez voir ici, regardez surtout la partie des risques, etc. OK? Donc, ici, nous savons que c'est une compagnie qui va souffrir dans la période actuelle, la période d'inflation élevée, au moins sur 2023,
2024. Maintenant, il faut que l'entreprise soit plus efficiente. Donc ici, elle a lancé un programme de réduction des coûts de près de 700 millions, etc. Si ça arrive réellement et que ça n'impacte pas les revenus, donc ça va pouvoir, on va avoir tendance à être aux alentours des 2 milliards ici en termes de... Si on a plus 700 millions et qu'on se dit qu'on encaisse tous les 700 millions ici sans prendre en considération les intérêts, etc., on peut se retrouver aux alentours des 2 milliards ici. Bref, le prix actuel n'est pas mauvais du tout. D'accord? Le prix actuel n'est pas mauvais dans tous les cas de figure. Au cas où j'aurais même changé d'avis par rapport à cette compagnie-ci et que j'avais investi en me basant uniquement sur les chiffres, je n'aurais pas perdu énormément d'argent si mon avis avait complètement changé. Mais, comme je l'ai dit, il faut toujours lire les rapports financiers. D'accord? Vous savez ici qu'en lisant les rapports financiers, vous avez toutes ces informations-là. Bon, également, pour ceux qui n'ont pas le temps, le service Top Premium est là, donc vous pouvez me poser une question concernant certaines entreprises. Si moi j'ai lu les rapports financiers, je vous dirai exactement où est-ce qu'il faut aller chercher. D'accord? Donc le service Top Premium est dans la description de la vidéo ici. Et vous avez également le service Top Newsletter, donc c'est totalement gratuit pour recevoir ici les analyses sectorielles. Donc tous ces deux services-là sont dans la description de cette vidéo-ci. Donc si vous avez acheté l'entreprise au prix actuel, il n'y a pas lieu de paniquer de toutes les façons. Personnellement, il n'y a pas lieu de paniquer. Mais également, il faut savoir ce que ça implique. OK? Il faut savoir ce que ça implique. Donc, cette entreprise-ci est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. Et si baisse de commodité il y a, et qu'on revienne à peu près à une certaine normalité ici, le prix aura tendance les marges auront tendance à augmenter à nouveau, bien rester aux alentours de 5 à 4%. Et comme je l'ai dit ici, déjà avec des marges de 2,5%, le prix est assez correct aujourd'hui. Imaginez donc avec des marges de 4 à 5% par là. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, par rapport à l'évaluation que j'avais effectuée la dernière fois, on va l'ajuster en conséquence. On va se dire ici que prenez à 10 fois les bénéfices par là, même si on garde en considération les marges de 5%, vous voyez qu'on n'est pas très là de 60. Je pense qu'on était aux alentours des $55, 60, je pense que c'était $55, je ne me souviens pas trop. De toutes les façons, on a effectué une évaluation en date d'aujourd'hui. Si vous avez bien entendu, je vous ai dit que le prix actuel est tout simplement correct. Et si on arrive à s'ajuster en conséquence, même pas si, parce qu'on va devoir s'ajuster en conséquence par rapport au prix de la commodité, parce que personne ne vend à perte. Et c'est une entreprise qui pèse littéralement ici par rapport à la fourniture ici des produits protéinés ici, d'accord, donc à base de viande, etc. Donc elle pèse énormément. Et il faut également constater que son segment, le segment ici des produits préparés, d'accord, c'est un segment qui a des marges assez élevées. OK, donc Prepared Food ici a des marges de 10%. Vous constatez que le Prepared Food ici, c'est un segment qui, lui, est toujours en croissance. Donc, on peut aller regarder ça ici. Est-ce que c'est... Il ne faut pas que je raconte des bêtises aussi. Voilà, Prepared Food. Donc, vous voyez ici qu'il vous mentionne également que les commodités, la variation des prix de commodités, qu'est-ce que ça a comme impact sur leur business? Tout est là, tout est dans les rapports financiers, mes amis. Tout est là, la lecture libère. Donc, ce genre d'entreprise, comme toutes les entreprises d'ailleurs, toujours aller en profondeur. L'opportunité est là, mais l'opportunité quantitative est là pour nous amener à nous poser les bonnes questions et également éviter les entreprises qui n'en valent juste pas la peine parce que le temps étant précieux, on doit se concentrer uniquement sur les entreprises extrêmement qualitatives. Donc, je cherchais ici le segment Prepared Food. Voilà, où est-ce qu'il se retrouve ici? Où est-ce qu'il est? Je vais essayer de regarder dans le 10Q ici, dans le Prepared Food ici. Voilà, est-ce qu'il est? Alors, ici. Bref, je vais venir à ce niveau-ci. Alors, ici, Prepared Food, où est-ce qu'il se retrouve? OK, on a ici Prepared Food, on a à peu près 10% ici. En termes de croissance, vous voyez que le Prepared Food a augmenté. Les prix ont augmenté de 7%. Voilà, vous voyez ici, on a le pricing. Les volumes ont augmenté de 1,2%. Je vous ai toujours dit que si on a un effet prix, un effet volume qui vient après, c'est tant mieux. Il ne faut pas que les prix augmentent et que les volumes diminuent. Ici, les prix du chicken également ont augmenté. D'accord? Ici, le prix du porc a augmenté d'1%, mais les volumes ont baissé de 7,4%. Il faut également voir ici, je pense qu'il y avait un problème ici au niveau de la chaîne d'approvisionnement pour le porc, etc. Donc, ça pourrait avoir eu un impact. Ici, pour le bœuf, l'effet prix a diminué et l'effet volume a augmenté. Donc, voilà, c'est normal parce que si les prix diminuent, les volumes augmentent. Mais vous voyez ici qu'on sacrifie également les marges. Et vous voyez que ce sont des revenus. C'est 4 milliards ici. Ici, c'est 4 milliards. Voilà, les deux éléments s'y pèsent énormément sur ce business-ci. Celui-ci, malgré son 2 milliards 500 ici, a des marges quand même de 10% par là, en moyenne. Donc, si vous regardez bien, sur le segment Prepared Food ici, je pense que c'est un segment que cette entreprise aimerait plus développer. Annuellement, c'est un segment qui pèse aux alentours de 10 milliards par là. Ces 10 milliards-là, 10%, c'est à peu près 1 milliard. Donc, vous constatez ici que c'est l'un des segments les plus importants. Et si on continue à investir ce segment-ci, on s'attend à peu près on pourrait avoir une entreprise qui aura des bénéfices nets de plus en plus stables.
Bref, je pense que je vais me limiter là. Je vous ai donné le maximum d'informations par rapport à ce business-ci. Le fait que je ne pense pas que les résultats actuels aient surpris le marché. Donc, je pense qu'il avait déjà anticipé les PER bas ici. Donc, quand une opportunité d'investissement se présente, portez toujours attention. Posez-vous la question, où est le piège? C'est comme avec Sanofi. On se pose la question à savoir où est le piège. Notamment ici, ce que j'adore sur vos commentaires, c'est que vous me donnez le maximum d'informations ici. D'accord? Donc, quand on regarde, on va sur Sanofi, on va dire ici qu'on dépend énormément sur un seul médicament. On a réduit la recherche et développement, ce qui n'est pas bien. D'accord? Également, on a eu à faire quelques mauvaises acquisitions ici, mais que le nouveau management en cours a tendance a tendance à peu près bien gérer leur compagnie. Donc, je vous invite à aller regarder les commentaires ici. Notamment, il y a un commentaire ici que j'ai bien aimé, le commentaire de AD. Donc, AD a mentionné ici le fait qu'il nous a renvoyé sur un article ici de Zone Bourse qui était assez intéressant. Donc, je vous invite également à toujours aller en profondeur au-delà des chiffres ici. Comme je l'ai toujours dit, c'est pour ça que j'appelle toujours ces analyses qui se basent uniquement sur des chiffres, des analyses quantitatives. Ça nous permet de poser les bonnes questions quand on lit les rapports financiers et ça nous permet d'éviter les entreprises qui n'en valent juste pas la peine. Mais à partir de là, on peut savoir quel prix je pourrais payer au cas où ces revenus, ces marges-là sont stables. Parce que ce qui nous intéresse avant tout, c'est la stabilité. Et quand on regardait les rapports financiers de Tyson Food, on se posait déjà toutes ces questions-là. On savait exactement qu'est-ce qu'il faut regarder. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.